Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux pour vous. On se retrouve aujourd'hui non pas pour une simple review, mais j'ai envie de dire pour une aventure, pour une analyse. Cet épisode est l'épisode le plus important de l'histoire de l'attaque des Titans à mes yeux. Il te donne presque toutes les révélations et presque toutes les réponses que l'on se posait jusqu'à maintenant, en y ajoutant même des réponses qu'on n'avait même pas demandées. Et c'est avec énormément de plaisir que nous allons partager cette belle aventure ensemble. L'attaque des Titans, franchement, ce scénario est complètement fou. J'ai envie de dire, et je le ressens, et j'ai pas honte de vous le dire, c'est le scénario auquel j'accroche le mieux en termes de manga et d'anime. Pour moi, il est le meilleur scénario, l'une des meilleures histoires. D'où viennent les Titans ? Comment sont-ils apparus ? Pourquoi les murs ? Pourquoi certains ont-ils un pouvoir différent des autres ? Qui était réellement Grisha ? Bon, la vidéo risque d'être un peu longue, donc j'espère vraiment que vous allez la suivre jusqu'au bout. Posez-vous, allongez-vous et bon visionnage. Pour la première fois, je me suis confronté à la réalité de ce monde. Cette phrase de Grisha risque d'être très bien compris à la fin de cet épisode. Tout au long de son aventure, ce qu'il est devenu aujourd'hui sera défini par un moment très simple. L'épisode dernier, après le générique, s'était terminé avec quelque chose. Grisha et sa sœur qui voulaient à tout prix voir l'atterrissage du dirigeable et non pas de la montgolfière, je suis désolé. Ce moment le fera passer d'un enfant qui était simple et naïf, comme tous les enfants du monde, même confronté à sa réalité, il n'y voyait, on va dire, que ce qui en était beau, et l'épreuve du moment. La souffrance de ce qu'il va vivre va l'éveiller d'un coup à devenir un adulte même en étant enfant. La vie de Grisha, les épreuves de Grisha ne sont pas celles que l'on pouvait penser être quand on l'a découvert au début avec Eren et compagnie. C'est limite comme s'il avait eu deux vies. Grisha, il voyait tellement l'envie aux yeux de sa petite sœur Faye pour aller voir le dirigeable. Son rêve était un jour même de le piloter, le truc, qu'à travers l'amour qu'il avait envers sa petite sœur, n'ayant pas l'espoir de pouvoir changer un jour et d'être toujours considéré comme des personnes de sang impur, il a pris par les bras sa sœur et il a brisé une certaine règle. Il est sorti du camp. C'est là que tout a commencé. Et là, qu'est-ce qu'on aperçoit ? On aperçoit clairement que ceux qui portaient le brassard sont clairement, comme à l'époque des nazis, considérés comme des sangs impurs, comme des personnes maudites, et en quelque sorte, très rabaissés par le regard des gens, bousculés, écrasés, et si ceux-là se mettaient même à se rebeller, ils pouvaient être déportés. Bref, on sent clairement par le regard, par l'attitude, par les paroles qu'il y a une maltraitance envers toute personne qui possédait ce brassard. On saura pourquoi. Mais au-delà du premier plan, ce qu'on voit, c'est clairement un monde totalement civilisé, au niveau des tenues, au niveau des véhicules, les bâtiments, rien à voir avec le délire chevaleresque et médiéval qu'on peut avoir à l'intérieur des murs. Et ça aussi, on va le comprendre. C'est comme si, à l'intérieur des murs, il y avait une volonté de ne pas trop évoluer. Tout commença à basculer lorsqu'il y a eu deux gardes qui se sont rendus compte que Grisha et sa petite sœur n'avaient pas de permission de pouvoir sortir de leur camp, donc deux choix, soit la punition, soit le travail. Et pour éviter les problèmes à ses parents, à avoir un double travail forcé, Grisha décida donc de choisir la correction. Ce qu'il faut comprendre, c'est que sur le coup, voilà, il s'est fait frapper, et le garde un peu bouboule avec de la moustache a pris sa sœur pour la réemmener chez elle. Sauf qu'on aperçoit les deux gardes, un qui avait l'air de devoir faire son travail, même s'ils étaient allongés tranquillement en train de regarder le dirigeable aussi sur la pelouse. Mais voilà, il a puni Grisha, mais une petite forme d'humanité en lui disant « Écoute, maintenant que t'as été puni, limite t'es devant le dirigeable, regarde-le, fais-toi ton kiff et tu rentres à la maison. » Sauf que une fois rentrée, Faye n'était plus chez elle. Elle a été retrouvée morte. Elle a été retrouvée déchiquetée. Donc là, la première chose que tu te dis, c'est les Titans. Non, c'est pas les Titans. Mais là, pourquoi Grisha, sa vie a changé ? Parce qu'il est lui-même, on peut dire, celui qui, d'un enfant naïf, va regretter toute sa vie une certaine forme de naïveté, et donc d'une personne qu'il estimait être totalement en arrière-plan face à la réalité, il va décider d'être le premier plan parce qu'il estimera que la mort de sa sœur est totalement de sa faute. Il a décidé de prendre une décision irréfléchie, sortir du camp, forcer sa sœur, même si c'était pour son bien, la responsabilité en est la mort de sa petite sœur. Là, on comprend que le monde où vit actuellement Grisha
est un monde inspiré dans l'œuvre par rapport aux nazis. Le grand garde a dit à Grisha aussi, heureusement que t'avais ton brassard, parce que là sinon limite vous étiez bon pour la déportation. Pourquoi? Parce que le brassard, c'est ce qui permet de représenter ton infériorité. Tu te définis et tu acceptes de définir ta personne comme inférieure à l'autre. Tant que tu es inférieur, on te laissera vivre avec nous. Si tu décides de le retirer, si tu te considères comme quelqu'un de normal. Et c'est ça le truc de soumission qui est imposé sur le moment, et par les nazis eux-mêmes, c'est clairement de leur dire, les gars, vous êtes soumis. Tant que vous l'acceptez, vous nous obéissez, vous allez vivre. Mais en retirant ce qui vous définit comme des gens inférieurs, vous voulez vous mettre face à nous et c'est un affront. C'est ça qu'il faut avoir comme compréhension par rapport au brassard. Et là, on va comprendre pourquoi il y a cette soumission. Avant ça, il y a le garde donc qui explique aux parents de Grisha pourquoi, nous on a juste ramené la petite, je vais pas non plus la ramener jusqu'à son lit, déjà que c'est eux qui sont sortis du camp, tu vois, là tu vois le garde, c'est même lui limite qui monte le ton, et on voit la maman de Grisha, elle qui est totalement en pleurs, et le père de celui-ci, totalement soumis aux gardes, qui limite leur dit merci, je vais clairement m'occuper de mon fils, c'est lui qui a fait la bêtise, c'est pas vous, c'est nous les méchants. Le garde lui a même dit, lui avez-vous bien enseigné les crimes innommables de vos ancêtres? Et là on se dit, oula, il y a une histoire derrière. Et c'est là que Grisha, enfant, ne comprenait plus rien à cette réalité. Il se dit, mais attends, on vient de tuer ma petite sœur, totalement innocente. Elle avait que des intentions pures. C'est nous qui devons limite nous excuser. Et en voyant son père dans cet état, il est passé de l'enfant des parents qui voit des parents comme la réalité du monde, à des étrangers presque en qui il ne peut plus avoir confiance. Parce que cette réalité et voir la soumission que pouvait avoir son père sur le moment ne peut plus coller. Il l'a dit lui-même. Ma mère était effondrée, mais mon père était totalement soumis. Je ressentais un des plus grands dégoûts envers lui, comme envers le garde. Et plus que tout, je me maudissais d'avoir été si naïf. Là, vous voyez, certains appellent ça une crise d'adolescence et tout. Là, lui, il vit une certaine réalité, une certaine crise qui va le rendre un peu plus solitaire et éloigné de ce qu'on lui raconte. Même s'il en était conscient, le père de Grisha refusait de voir la réalité en face. Et en voyant son fils limite, presque en train de se rebeller, avec des propos dont leur soumission ne peut vraiment pas se permettre, il a commencé à le calmer et à lui raconter ce que disent les livres d'histoire. Il va falloir très bien comprendre, là je vous dis juste deux petites choses. Il y a le peuple Mar et le peuple Eldien. Écoutez bien, je vais tout expliquer. Il y a de ça 1820 ans. Notre grand ancêtre Ymir Fritz pactisa avec le démon de la terre et obtint le pouvoir des titans. À sa mort, son âme se partagea en 9 titans, ceux qui fondèrent l'empire d'Eldia, celui qui conquit la nation Mar pour asservir le continent tout entier. Les livres estiment qu'en étant devenus les chefs les plus puissants un petit peu partout, tout ça grâce à leur pouvoir, ça en est devenu une catastrophe. Car le peuple d'Ymir, c'est-à-dire l'empire d'Eldia, comme ils les appellent, opprimait toutes les autres origines qu'ils considéraient comme inférieures. Ils volaient les terres, les richesses, forçaient les femmes à enfanter des nouveaux Eldiens afin de grossir les rangs, et cette grande extinction se poursuivit durant 1700 années. Mais le peuple de l'ancienne nation Mar profita de l'arrogance d'Eldia tout en ralliant à leur cause 7 des 9 titans, ce qui leur a permis en fin de compte de reprendre l'avantage, et grâce à ça ils ont réussi enfin à changer la donne en remportant ce qu'ils nomment la Grande Guerre des Titans. Le monarque eldien de l'époque, dans ce moment de faiblesse, a donc construit un triple rempart sur une île qu'on nomme l'île du Paradis. Et il est parti s'y cacher là-bas avec la plupart des siens. Le père de Grisha dit « Nos ancêtres à nous furent abandonnés à leur sort sur le continent. Mais grâce au peuple Mar, et limite leur grande miséricorde et leur pardon, ils ont été bien traités. » Ça, c'est ce que les livres du peuple Mar expliquent. Le peuple Mar, c'est ce monde extérieur, ce continent dans lequel vivait le père de Grisha enfant. Là où on voit ce flashback. Et ce qu'on comprend maintenant, c'est que toutes personnes qui ont le brassard sont les descendants du peuple d'Ymir, les Eldiens. Toutes les personnes à l'intérieur du mur sont des Eldiens. Et c'est leur ancien roi, leur grand monarque, qui est donc allé jusqu'à là-bas, selon l'histoire racontée par les Mar, pour se protéger, car voilà, il a été méchant, ils ont assez profité, et que comme ça a tourné dans l'autre sens, ils sont maintenant à l'intérieur des murs. Permettez-moi d'en douter. Un petit peu comme les livres qui existent entre les murs,
L'histoire encore a l'air d'être falsifiée pour des intérêts. Bizarrement, les victimes sont ceux du peuple qui ont fait le livre, et les coupables, c'est ceux qui sont le plus loin. Les Eldiens seraient donc ceux qui ont volé le pouvoir, tenté une extinction, opprimé les origines différentes, volant les terres, les richesses, et bizarrement, ils se sont fait avoir par leur arrogance et leur idée d'être les seuls plus forts. Comme par hasard, les mares, les gentils, ont réussi à rallier à leur cause, pourquoi pas voler, j'ai envie de dire même, on sait jamais, 7 titans sur les 9. Si vous n'avez pas encore compris pourquoi on parle de 9 titans, de 9 pouvoirs de titans, c'est que la première personne à s'être transformée en titan avait les 9 pouvoirs en elle, et à sa mort, les 9 pouvoirs se sont éparpillés. Ces 9 pouvoirs appartenaient à ceux qui ont fondé l'Empire Eldien, les descendants d'Ymir. À l'aide de ça, ils sont devenus la plus grande puissance. Mais de l'autre côté, les Mars, ceux qui estiment avoir été totalement soumis et agressés, limite ayant connu une extinction de leur peuple, auraient réussi à changer la donne en ralliant à leur cause 7 des 9 pouvoirs de Titan. Donc là, forcément, le pouvoir bascule. Et là, à l'aide de la carte et des propos racontés, on apprend que tout ce qu'on avait vu jusqu'à aujourd'hui n'était qu'une toute petite île. Et ça, c'est volontaire. Regardez les peuples qui existent à côté et regardez la toute petite île. L'île du paradis, ils appellent ça comme ça. C'est là où il y a les 3 murs. Vous vous rendez compte que depuis le début de cette histoire, ce qu'on regardait n'était qu'un grain de sable dans l'océan. Et que l'histoire qu'on nous racontait comme quoi les titans avaient presque bouffé 80% de l'humanité, c'était des salades. Eux, ils étaient entre des murs, isolés. C'est comme si aujourd'hui, sur une île, il y a un peuple d'un petit nombre qui estime que le monde n'existe plus autour d'eux. Et là, on revient, boum, à Armin. Mais Armin avait senti ce truc-là. Mais bon, on en reparlera peut-être plus tard. Donc, dans cette petite île de tout ce qu'on a connu, ce serait l'ancien grand monarque eldien qui aurait fui. Étant désormais plus faible, il s'est protégé sur cette petite île. Maintenant que le pouvoir appartenait aux Mars. Et dans cette histoire, Grisha, son père, sa mère, mais qui sont-ils par rapport à tout ça? Ils sont la descendance des ancêtres eldiens qui, selon les livres, auraient fait du sale et totalement voulu soumettre le monde et les méchants. Voilà, selon les livres, c'est les méchants. Et ils font partie de ceux qui ont été laissés à leur sort dans le grand continent Mar. Mais le peuple Mar, comme par hasard, avec sa gentillesse, aurait accepté de vivre avec eux sans leur faire de mal, leur grand pardon, comme limite était en train d'expliquer le père de Grisha, en disant « mais nos ancêtres sont les méchants ». Il est soumis à ce que les livres lui enseignent, il estime que ses ancêtres, les siens et ceux de son fils, sont les méchants, et que limite c'est notre punition aujourd'hui, et à cause de ces crimes presque contre l'humanité qu'avaient pu faire les Eldiens selon les livres, c'est une punition pour eux aujourd'hui, ils payent le prix fort. Donc ils sont soumis presque les esclaves actuels. Là on commence à comprendre un petit peu, si vous réfléchissez bien, pourquoi certains appelaient les gens de l'intérieur des murs comme des démons, les méchants. Là on se dit, ah mais c'est vrai, les mecs à l'intérieur des murs étaient considérés par certains comme des méchants, des démons, des gens à tuer. Limite, il faut tous vous tuer. Tu te disais, mais on n'a rien fait, pourquoi? Et là, tu commences à voir que le monde extérieur a donné une certaine image aux gens à l'intérieur des murs. Mais attention, l'histoire de ces livres-là, sont-elles la vraie histoire ou non? On ne sait pas parce qu'il y aura une autre version. Avant ça, petite chose à savoir, Ymir Fritz, l'ancêtre de tous les hommes, l'histoire ne va pas avant elle. Tout ce qui existe dans cette histoire se base sur le moment où elle a fait un pacte avec le démon de la terre et tout. Bon, on va dire c'est clairement un pacte avec le diable pour avoir un certain pouvoir, etc. Très souvent, les Japonais, dans leurs histoires, ils aiment beaucoup parler de démons, de diables, de trucs comme ça, de pacte avec le diable et tout. Qu'est-ce que vous voulez? Bref, l'histoire raconte qu'elle a fait ce pacte, qu'elle a vécu et qu'elle est morte. Elle, c'est fini. La Ymir qu'on connaît maintenant, pourquoi elle s'appelle comme elle, etc., c'est pas du tout les mêmes personnes. Ymir que nous connaissons, l'amie même de Krista, c'est celle qui, dans son enfance, a été prise petite pour avoir un faux profil, jouer ce rôle et profiter des gens dupes, profiter des adorateurs d'Ymir pour en tirer des bénéfices et tout. Et rappelez-vous, dans le flashback, ils ont été grillés, chopés et piqués, transformés en titans. On sait où ça s'est passé, on sait pourquoi ça s'est passé et de quelle façon. À la fin de cet épisode, on y revient juste après. Ymir avait donc été transformée en titan environ 60 ans, je me rappelle plus exactement, et elle a eu la chance de croiser la route de Reiner, Bertholdt et leur ami qu'elle a mangé. En le mangeant, étant donné que celui-ci avait un pouvoir de titan en lui, elle est redevenue humaine. Elle a volé le pouvoir de ce titan, de l'ami de Reiner et Bertholdt. C'est pour ça
qu'elle a ensuite suivi, en fin de saison 2, Rainer et Bertholdt. Parce que premièrement, c'est comme un pardon envers eux d'avoir mangé leur ami, mais c'est aussi un remerciement que ces gens-là soient venus, étaient là à ce moment-là, car alors qu'elle errait comme un titan sans aucun but dans un cauchemar, elle a pu redevenir humaine en mangeant leur ami. Donc, elle était obligée, elle se sentait obligatoirement redevable et elle les a suivis. Vu qu'on se demandait mais pourquoi, voilà, Grisha a pété les plombs face à son père. Il lui a dit que Fayet et lui-même n'avaient rien à voir avec tout ça. Il voulait juste se promener. Et voilà que sa sœur se fait tuer. Donc on peut lui raconter toute l'histoire du passé qu'on veut, de sa naissance jusqu'à la mort de sa sœur, il n'a rien fait de mal. Là, bizarrement, quand on regarde cette histoire, on se dit... Le peuple de Mar est celui qui est en train de soumettre totalement les Eldiens. Ils sont en train de dire que vu que par le passé ils étaient méchants, il faut à tout prix maintenant être eux-mêmes les méchants. Sauf que nous, de ce qu'on voit, il n'y a qu'un méchant. L'histoire se raconte d'une manière, mais aussi d'une autre. Le père de Grisha ne comprenait plus son fils. Et il y a eu une certaine cassure. Il lui a dit s'il te plaît, si tu continues comme ça, on va tous se faire déporter. Est-ce que c'est ce que tu veux? Qu'on soit responsable ou non, on n'a pas le choix. Et là, Grisha se posait des questions. Qui peut bien avoir tort? Moi ou le reste du monde? Probablement les deux. Je suis ignorant et stupide, et le monde est aussi absurde que vicieux. En gros, là, sur le coup, il continue de s'en vouloir. Il estime que, certes, il est dans un monde où les gens sont vicieux, malsains, rabaissants, aucune peine envers eux-mêmes. Mais il estime que lui-même est un fautif dans cette histoire par sa naïveté, sa stupidité. Clairement de ne pas avoir été conscient qu'il vivait dans ce monde-là. Boum, c'est à 18 ans qu'il y a eu le vrai déclic et qu'il a trouvé sa voie. Alors qu'il pensait en fait être tout simplement à la succession du cabinet de médecin de son père, il fait la connaissance d'un mystérieux garçon. Celui-ci lui rappelle son passé. Ta sœur a été tuée par les hommes de l'office central. On a un informateur au sein du gouvernement. Je peux te raconter tous les détails. Là, le mec, il faisait sa vie, ça y est, il commençait à passer à autre chose et à accepter cette réalité, sauf que il est face à un gars qui avait une croix en cicatrice qui montrait l'appartenance de ce qu'il était. Il explique limite qu'il fait partie d'une certaine résistance, qu'il connaît la réalité à l'aide d'un informateur qui vient directement du gouvernement et il leur raconte toute la vérité. La sœur de Grisha avait été déchiquetée par des chiens volontairement par le garde qu'on connaît là. Quand Grisha a su ce qu'avait subi sa sœur, il s'est juré de montrer au monde entier qui sont les vrais monstres. Et là on est clairement les amis vers un combat assez similaire avec celui de Erwin. Tout faire pour rétablir une certaine vérité, même si Erwin était plus dans le questionnement. Aller au bout de ce questionnement et cette vérité l'apaiserait de sa vie. Parce que, comme Erwin, Grisha a vu sa sœur mourir à cause de l'histoire, et Erwin a vu son père mourir à cause d'une histoire qui a voulu être cachée. Chacun désormais veut faire découvrir la vérité. Et là on apprend, non pas selon les livres du peuple Mar, mais selon des sources qui ont l'air encore plus anciennes, nos ancêtres étaient en réalité dans le juste. Afin de réformer le monde, il nous faut ramener Eldia au pouvoir. Notre informateur avait pour pseudonyme la Chouette. Il menait la résistance sans jamais se montrer. Grâce au pouvoir des titans, notre ancêtre Ymir a aménagé des terres, construit des routes et dressé des ponts. Elle a apporté prospérité et progrès au continent. Ce qui pourrait en fait expliquer aussi pourquoi leur science est en avance par rapport aux autres. Peut-être qu'en vrai, leurs ancêtres Ymir n'ont pas été les méchants qu'on nous a racontés, mais en fin de compte des gens qui ont utilisé les titans à bon escient. Comme ils disent, les titans ont servi à créer des ponts, ont servi à aider la terre et en apportant une prospérité. Et cela prouverait que les autres livres seraient un mensonge. Mais comment prouver des choses quand dans les deux camps, chacun défend quelque chose? C'est comme à la guerre. Chacun écrit et chacun défend ses intérêts. Ça devient compliqué. On ne sait plus qui est dans le vrai, qui est dans le faux. Il y a des preuves qui ont l'air de montrer que le peuple eldien n'est pas les méchants en soi. Dans le passé, c'est pas vrai ce qu'on a raconté et que ceci a été utilisé pour l'intérêt du peuple Mar, afin de prendre ce pouvoir et le rendre légitime pour eux, et le peuple eldien qui désormais veut ce pouvoir car il est le leur à leurs yeux. Et là, on est clairement dans la comparaison de ce qui peut exister aujourd'hui sur Terre. La Chouette, étant la personne infiltrée au gouvernement qui leur apporte les sources, leur a envoyé quelqu'un de spécial. Mon nom est Dina Fritz et je suis descendante de la maison royale. On a une descendante directement de la lignée de Ymir Fritz, leur ancêtre. Dina était la dernière survivante de la branche royale continentale. Elle dévoila les secrets des titans cachés par sa famille qui donnèrent de sérieux espoirs pour la victoire.
Le titan originel, détenu par le roi des murs, permettrait de commander les autres titans afin de réduire Mar à néant. Là, ils apprennent qu'entre les murs, le roi possède le titan originel. Ce titan-là permet en fin de compte de contrôler tous les autres titans et de ce pouvoir réduire ce peuple Mar à néant. La question que se posaient les gens sur le coup, c'était mais si le roi possède ce pouvoir, pourquoi il a été entre plusieurs murs pour se cacher ? Et Dina leur expliqua que le roi refusait de combattre. Au terme de la Grande Guerre, il a abandonné son rôle de garant de l'équilibre des forces et a isolé la capitale sur une île retirée. Ce long calvaire que nous vivons depuis a commencé le jour où le roi a tourné le dos au combat. Donc en gros, là, écoutez bien comment est dirigée la dernière phrase. Ils estiment que le roi, en fin de compte, à ne pas se défendre par la force, a créé le gros problème d'aujourd'hui et que ça a créé le calvaire de tous les Eldiens qui sont restés avec le peuple Mar. Et ça motive Grisha et leurs troupes désormais de mener le combat. Mais pour le mener, il faut une chose. Battons-nous pour la véritable famille royale, celle qui est restée à nos côtés. Rendons-lui le pouvoir du titan originel. Camarades, renversons Mar et rendons sa gloire à Eldia. Donc là, ça y est, ils estiment que le pouvoir du titan originel est à eux et qu'il va falloir l'utiliser pour gagner cette bataille. Là, on bascule totalement sur la petite île qu'on connaît à quelque chose d'historique et de bien plus gros qui l'entoure. Chacun estime que le pouvoir du titan originel doit lui appartenir. Grisha s'est marié avec Dina Fritz et ils ont eu un fils. Et les amis, écoutez bien, leur fils s'appelle Sig. Donc là, c'est l'énorme révélation, la claque. Sig, alias le titan bestial. Au passage, on connaissait déjà le nom de Sig à tous les gens qui me disent à chaque fois « Riles, tu as dit Sig alors qu'on savait pas ». Ça avait été dit par le titan qui était à quatre pattes pour appeler Sig lorsqu'ils étaient en train de faire le feu de camp sur le mur, épisode 2 ou 3 de la partie 2 saison 3. Donc Sig est le fils de Grisha. Il est le titan bestial, celui qui a fait tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Il est le beau-frère de Eren. Et maintenant, on va faire le lien, parce que je pense que certains ont oublié, quelles sont les dernières paroles de Sig envers Eren. Écoutez bien la suite, parce qu'on va bien comprendre pourquoi il lui a dit ça. Lorsqu'il avait dit « On a été manipulé par ton père, réveille-toi Eren, tu t'es fait manipuler comme moi, etc. » Écoutez la suite de l'histoire. Sur le coup, on apprend que seules les personnes du sang eldien, peuple d'Ymir, toutes les personnes qui sont à l'intérieur du mur et ceux qui sont soumis en portant le brassard aux côtés du continent Mar peuvent se transformer en titan ou bien s'accaparer un des 9 pouvoirs de titan. Donc vu qu'il leur restait 7, le gouvernement les sollicita pour recruter les futurs hôtes des 7 titans, ceux qui seront appelés les guerriers Mar. Le terme guerrier est déjà sorti de la bouche de Reiner, rappelez-vous bien de tout ça. Les guerriers Mar sont ceux qui vont être hôtes d'un des 9 pouvoirs de Titan. Selon la Chouette, si le gouvernement a lancé ce programme, c'est pour très rapidement gagner en armement sur tous les autres continents. Vu que Mar était sur le coup le leader mondial avec le pouvoir de ses 7 titans en majorité, celui-ci risque vite d'être remis en question par les autres. En étant les plus forts, il pourrait prendre les ressources de chaque continent. Sauf que le roi de l'île du paradis, à l'intérieur des murs, il les avait prévenus. Il leur a dit « Si vous tentez de nous perturber, les hordes de titans que cachent les murs surgiront pour anéantir le monde. Tant que cette menace plane, il est impossible d'attaquer l'île du paradis. » Donc encore une révélation, écoutez bien. Le roi leur a dit, écoutez, si vous venez, peu importe la raison, si vous venez sur l'île du paradis pour essayer de nous voler, pour essayer de nous faire du mal, peu importe vos intentions, je lâche, à l'aide du pouvoir du titan originel, je lâche tous les titans qu'il y a dans les murs. Et là, révélation, les 3 murs, Sina, Rose et Maria, sont totalement composés de géants titans. C'est leur protection, c'est leur assurance, c'est leur symbole. Et grâce à ça, ils ne peuvent pas être attaqués de front. Parce que sinon, ils se serviront du pouvoir originel pour que tous ces titans sortent des murs pour faire une extinction mondiale. Et là, on oublie un truc que beaucoup d'entre vous oublient aussi, ceux qui adoraient les murs, rappelez-vous saison 1, ils adoraient presque même les titans. Et là on se dit, alors en fait, eux,
ils étaient conscients de la réalité. En étant conscients de cette réalité, ils savaient que les murs étaient réellement la protection, mais au-delà des murs, ils adoraient les titans. Mais qu'est-ce qui était à l'intérieur des murs? Des titans. Donc ils avaient pour eux compris que les titans étaient les protecteurs, que le monde extérieur ne pouvait pas leur faire de mal grâce à ça. Et sans ça, donc pour eux, sans les titans, ils seraient malheureusement tous attaqués, tous morts, et le pouvoir du titan originel ne serait même plus d'entre les murs. Et c'est aussi pour ça qu'ils ne pouvaient jamais révéler la vérité. Rappelez-vous le révérend. Il préférait mourir, parce que si cette vérité est apportée, ce serait parler du pouvoir du titan originel, ce serait faire naître l'envie à plein de gens de vouloir le voler et pouvoir contrôler tous les titans qui sont à l'intérieur des murs. C'est une dinguerie. Et le détail, saison 1, lorsque Annie s'était battue en forme de titan, qu'elle avait retiré un certain bout du mur, on avait vu un titan à l'intérieur. On avait les réponses devant nous. Donc le peuple de Mar, voulant ce titan originel, ils savent qu'ils ne peuvent pas aller les affronter parce que sinon les titans des murs vont les dégommer. Il fallait être vicieux et bien malin. Et donc il fallait introduire à l'intérieur du peuple qui vit entre les murs des guerriers infiltrés en étant les hôtes de pouvoir de Titan pour s'emparer du pouvoir du Titan originel, actuellement Eren. Si le peuple de l'intérieur des murs ne possède plus le Titan originel, ils ne peuvent plus contrôler les Titans pour leur sécurité, car au contraire, ils seraient servis même contre eux, et le peuple Mar n'aurait plus aucun rival aujourd'hui, ils seraient clairement les plus forts, ils pourraient se servir mondialement et écraser tout le monde. Donc là, on a tourné la tête au peuple de Mar avec leurs livres en leur disant « Nous sommes les gentils, c'est les Eldiens qui nous ont fait la misère depuis qu'ils ont eu le pouvoir des titans. On a eu la chance de pouvoir leur en voler, il va falloir ne jamais leur laisser les plus gros pouvoirs, sinon ils vont tous nous faire du mal, comme dans le passé. » Mais du côté des Eldiens, comme par exemple la résistance de Grisha et des siens, ils se disent « Non, ce pouvoir est le nôtre. Si on se le fait voler, ils vont nous exterminer. Comme ils sont en train de le faire aujourd'hui, déjà sans le pouvoir, s'ils réussissent à aller sur l'île avant nous et voler ce pouvoir en s'infiltrant dedans, nous sommes foutus. » Là, personne ne peut être raisonné parce que chacun estime que l'autre va les détruire. Il fallait vite trouver une solution et Grisha, vous savez ce qu'il a trouvé? Son fils, Sig. Fallait faire de lui un nouveau hôte pour le gouvernement. Et donc là, Grisha et Dina ont essayé de manipuler leur enfant en essayant de le réveiller, en lui disant « Non, ce que le peuple Mar te raconte, c'est des mensonges. Les livres, ce qu'ils te disent, c'est pas vrai. Voilà la vérité, voilà ceci, cela. » Ils ont voulu le conditionner en faisant de lui un infiltré double, en faisant en sorte qu'il soit accepté comme un guerrier Mar pour aller jusqu'à l'île du paradis, leur faire croire qu'il va voler le pouvoir, mais en fin de compte, il n'est pas avec eux. Il ne serait pas avec le gouvernement. Sauf, comme Grisha le disait, je ne voyais Sieg que comme l'héritier royal ou l'espoir des Eldiens. Je ne me suis jamais préoccupé de lui-même. Pas étonnant d'ailleurs qu'il ait choisi la sécurité offerte par ses grands-parents. Ses grands-parents, endormis par le peuple Mar, il a dénoncé Grisha et Dina, ses parents, qui ont voulu lui apporter une certaine vérité, mais sans lui apporter une humanité. Et l'enfant a voulu être donc manipulé en lui disant « Non, ça c'est pas bien, tu dois être ceci, tu dois être cela, tu dois être... » Il était limite vu comme un objet pour eux, comme ce qui permettait de leur faire gagner cette guerre. Et malheureusement, un enfant reste un humain, et s'il ne se sent pas aimé, s'il ne se sent pas être proche de ceux qui sont ses parents, il va estimer que ce sont des étrangers, et à un moment donné, il va faire de lui-même la distinction des choses. Il va se dire, on veut me manipuler, voilà, ces gens-là m'ont dit tout ça, tout ça, tout ça. Et là, on refait le lien avec ce que Sig a raconté à Eren. Il estime que Eren a été manipulé comme ils ont voulu le manipuler lui-même, et qu'il a limite de la peine pour Eren, parce qu'il se voit en Eren comme lui étant enfant, sauf qu'il voit chez Eren quelqu'un qui n'a pas pu trouver la vérité ou se réveiller comme lui. Donc il était sincère lorsqu'il voyait Eren en se disant « je vais te tirer de là », car il estime en fin de compte que Eren n'est que la manipulation de Grisha, car celui-ci n'a pas cru son père Grisha, il a cru le peuple de Mar. Rappelez-vous aussi que vu que le titan bestial est du côté de Reiner et Bertolt, on peut faire énormément de liens sur le fait de leur venue à l'intérieur des murs. Pourquoi ils étaient là ? Ils l'ont dit eux-mêmes, chercher celui qui possédait le pouvoir du titan originel. Pourquoi Annie, saison 1, Reiner et Bertolt, saison 2, voulaient Eren ? Parce qu'il avait ce pouvoir, parce que leur histoire dans cet épisode nous apprend pourquoi ils veulent ce pouvoir. Donc eux-mêmes ne pouvaient même pas faire marche arrière. Et on comprend en fin de compte pourquoi chacun est resté sur ses positions et pourquoi.
tout simplement. Pourquoi Eren et les siens sont considérés comme des démons? Pourquoi Bertholdt disait à Armin qu'il ne peut pas y avoir d'autre choix que de les exterminer? Chacun défend son histoire. Pour Sig, l'île du paradis et ceux d'entre les murs sont des criminels sans cœur. Il faut à tout prix leur prendre cette arme du titan originel, sinon ils risquent de recommencer. On comprendra aussi très bientôt pourquoi le père de Eren avait pris le pouvoir au Race dans leur petite coupelle souterraine là, pile au moment quand le titan colossal et le titan cuirassé étaient arrivés à l'intérieur des murs. Boum, Grisha a été attrapé ainsi que les siens. Et les voilà face à un endroit, une sorte de désert, en entendant cette phrase. Nous sommes sur l'île où sont expulsés les traîtres eldiens. C'est le lieu où ils sont punis et se font transformer en titans, qui vont errer un peu partout. Ça fait le lien directement avec Ymir. Donc Ymir a l'air de venir du même endroit, vu qu'elle a subi la même punition que les Eldiens, elle a l'air de venir du même endroit que Reiner. Pourquoi je vous dis que Ymir a l'air de venir du même endroit que Reiner? Que si elle a été punie comme tous les autres considérés comme des traîtres Eldiens, qu'elle a la capacité de se transformer en titan et de prendre un pouvoir, elle est eldienne, elle aussi. Donc si elle vivait chez les autres, elle aurait eu aujourd'hui le brassard. Mais au-delà de ça, rappelez-vous, saison 2, lorsque Reiner possède une boîte de sardines, là ou je sais pas quoi, et qu'il est en train de lire quelque chose. Et qu'ensuite, elle prend la boîte, elle dit « Mais comment ça se fait que tu arrives à lire cette chose-là ?» Alors que c'est écrit avec une langue inconnue pour les gens de l'intérieur des murs. Et là, Reiner, il commence à flipper avant que les autres du bataillon interviennent. Les détails, les amis, rappelez-vous. Autre très grande révélation, l'île du paradis est le lieu où, certes, il y a les 3 remparts, les 3 murs, etc., mais c'est le lieu où les Mars emmènent les Eldiens, qu'ils considèrent comme traîtres, pour les transformer en titans. Donc, tous les titans qu'on avait à l'extérieur des murs, tous, sans exception, ne sont que des Eldiens du peuple de Mars, punis avec l'injection. Et ce n'est pas en fin de compte des titans apparus de nulle part qui ont voulu voler et manger les humains. Ils sont tous des anciens Eldiens. Certains des ancêtres, d'autres des plus proches. Parmi ces anciens Eldiens, transformés en titans, vous verrez dans cet épisode, les amis de Grisha et la Résistance, lorsqu'ils sont transformés en titans, ils sont ceux qu'on revoit en saison 1, qui à la base est après ce moment-là, les amis de Grisha, transformés en titans, des titans avec la même apparence. Vous avez dû très vite les reconnaître, même celui qui avait mangé Eren saison 1 était un ami de la résistance de son père, transformé en titan. Là on est dans un moment où Grisha risque lui-même d'être transformé en titan à l'extérieur des murs, j'ai envie de dire sur l'île du paradis. Il a le souvenir de comment était morte sa sœur, il reconnaît celui qui l'a tué qui était derrière lui, il se pose beaucoup de questions, il se demande pourquoi tant de haine, Grisha a échoué. Même ses amis sur le coup sont en train de lui dire « Mais pourquoi on t'a fait confiance? Pourquoi Sig nous a trahis? C'est ton fils, c'est toi qui as eu cette idée. » Là, mettez-vous à la place de Grisha, il est en train de perdre tous ses amis. Encore une fois, à cause d'un choix de sa part. Il a décidé de faire de son fils Sig un infiltré. À chaque fois qu'il a pris une grosse décision, tout lui est retombé dessus. Et il y a eu des morts. Sa sœur est morte à cause d'un choix qu'il a pris sans lui laisser le choix. Ses amis, son entourage sont morts à cause de son choix. On avait aussi un petit système qui permettait aux titans de s'éloigner une fois qu'ils sont transformés, c'est qu'ils envoyaient d'abord, ils faisaient tomber un humain non transformé, qui donc lui allait s'enfuir, parce que s'il reste, les titans allaient le manger, et ensuite ils transforment des personnes en titans pour que celui-ci s'enfuit, il le rattrape, il le mange, et ensuite ils continuent leur route jusqu'autour des murs. Et là, on est sur la fin de l'épisode avec une révélation qui va nous mettre une claque de malade. On a Dina Fritz, sa femme, qui à son tour va être transformée en titan. Écoutez les mots qu'elle dit. Grisha, quoi que je devienne, même titan, mon cœur cherchera à te retrouver. Au moment où elle se transforme, on a la vision de Eren, actuellement en prison, qui se réveille en sursaut. Mikasa et lui sont emprisonnés parce que, rappelez-vous, ils ont dû subir la punition d'avoir trahi l'autorité de Levi, Hansi, etc. lorsqu'ils devaient choisir avec Armin et Erwin. Et là, sur le coup, Eren parlait d'une manière comme un adulte. Et c'est Armin qui l'a très très vite remarqué. Mikasa lui dit « Eren, t'es en train de pleurer ». Et Eren répond « J'ai l'impression de sortir d'un très 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 long rêve ». La même phrase qu'il a sortie au début de l'attaque des Titans, épisode 1, avec Mikasa qui lui sort la même remarque. Eren, t'es en train de pleurer. Sauf que là, j'ai envie de dire, est-ce qu'il nous donne la réponse aussi du début? Il estime que ce n'était pas un rêve, mais les souvenirs. Et c'était ceux de son père, vu qu'on sait que lorsque t'as le pouvoir d'un titan que quelqu'un avait avant toi, tu peux aller dans ses souvenirs. Mais là, les amis,
C'est bizarre. Eren, quand il se réveille en saison 1, il y a des flashs bizarres et il se réveille. Est-ce qu'il a les souvenirs de quelque chose? Et s'il a les souvenirs de quelque chose, alors qu'il n'a pas de pouvoir de titan, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que les souvenirs sont liés au passé, mais est-ce que les souvenirs peuvent être liés au futur avant même que tu aies le pouvoir, comme si le destin t'avait dit que tu allais avoir ce pouvoir? Il y a un genre de cercle infini, un effet papillon, ce qui prouverait à mes yeux que Armin a ce pouvoir de comprendre peut-être mieux les choses, peut-être parce que c'est comme s'il ne les avait pas déjà vécues, mais qu'au fond de lui, il y a une certaine forme de compréhension qui va au-delà de beaucoup de choses. Ça, c'est que de la théorie, j'ai jamais vu ça nulle part. Et là, Eren, il dit, ce titan, c'était donc toi, Dina. Et là, on voit que Dina, transformée en titan, c'était le titan qui a tué la mère de Eren. Celui qu'on nomme le titan souriant. Rappelez-vous, saison 1. Mais le symbole avec sa phrase avant de se transformer en titan, il n'est pas anodin. Grisha, quoi que je devienne, même titan, mon cœur cherchera à te retrouver. En étant titan, peut-être que le fait d'avoir du sang royal fait que sa conscience peut être un peu différente, que sa parole a eu un impact sur sa transformation. Elle est allée à l'intérieur des murs, jusqu'à la maison d'Eren. Elle a vu la nouvelle femme de Grisha. Elle l'a mangée. Saison 1, premier épisode. La première femme de Grisha a tué la deuxième femme de Grisha. C'était Dina Fritz du début à la fin, ce titan. Franchement, j'ai jamais vu un truc aussi bien ficelé, franchement, j'ai jamais vu ça. C'est quoi ce scénario de malade? Et là, à la fin de l'épisode, alors que le garde qui avait fait tuer la petite sœur de Grisha a été bousculé par un autre garde à côté de lui, et un titan en bas l'avait mangé. Un autre titan qui était présent en saison 1 lors de la bataille de Trost au passage. Et là tu te dis, mais pourquoi ce garde il l'a poussé? C'était le garde qui avait même tapé Grisha en lui disant, bon maintenant profite un peu, regarde le dirigeable avant de rentrer chez toi. C'était lui, la chouette, l'infiltré au sein du gouvernement. Et là il dit à Grisha, je vais te montrer comment on utilise ce pouvoir. Boum, il se transforme en titan et il détruit les hommes, les autres gardes et les bateaux qu'il y avait autour de lui. Fin de l'épisode. Moi, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est l'épisode avec les plus grosses révélations de toute l'histoire de l'attaque des Titans. J'espère que cette vidéo vous aura fait comprendre, parce qu'au-delà d'une review, c'est une analyse. Et car cette vidéo-là, je pouvais pas en faire une simple review. C'est impossible. Il y a trop de révélations. Faut trop analyser les choses. On est dans l'enseignement total de l'attaque des Titans. Pour aller au-delà de ça, je compte sur vous les amis, pour dans les commentaires me dire que vous avez enfin compris. Je veux votre réaction. N'hésitez pas à dire ce que vous avez pensé de cette grande vidéo. N'hésitez pas à liker si elle vous a plu, parce qu'elle est à mes yeux d'une très grosse importance. Prenez tous soin de vous et on se retrouve la semaine prochaine pour continuer dans de la révélation, dans de l'histoire complètement ouf. Prenez tous soin de vous les amis, et la paix sur vous.